Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est l'enseignement supérieur qui est à l'honneur à travers le professeur Boucar Diouf, un néphrologue, le premier néphrologue du Sénégal. L'homme grâce à qui le Sénégal aujourd'hui est sur le point de devenir indépendant, donc vis-à-vis de toutes ces maladies liées à la néphrologie. C'est lui que nous recevons aujourd'hui, ou qui nous reçoit aujourd'hui, on va dire. Donc, bonjour professeur. Bonjour monsieur Sarr. Donc, professeur, la semaine passée, on nous a invités à une cérémonie donc, qu'on n'a pas l'habitude de voir à la faculté de médecine. Une très belle cérémonie avec Simon Sen et où nos parents alcoolars ont beaucoup mangé. Donc, et c'était pour vous fêter, vous dire au revoir. Toute la faculté de médecine s'est réunie pour vous dire au revoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de quitter cette faculté? Merci M. Sarr. C'est vrai que la semaine passée, il y a une cérémonie extrêmement joyeuse, extrêmement importante. Et j'ai été vraiment comblé et honoré de voir que tous mes pairs, c'est-à-dire mes adjoints immédiats, tous les néphrologues que j'ai à former et tous les techniciens supérieurs que j'ai eu à former ont tenu à me fêter et de manière vraiment conviviale, comme on a l'habitude de le dire dans le milieu néphrologique, de manière familiale. Et puis aussi satisfait d'avoir vu cette salle comble des spécialistes, que ce soit des infirmiers ou des médecins, quand on sait qu'en 92, j'étais le seul néphrologue dans ce pays. Ça me fait un pincement au cœur parce que, disons, on me mettait quand même carrément à la porte, entre guillemets, de cette faculté que j'ai connue en 1973, que je n'ai pratiquement pas quitté, à part une année passée à l'hôpital de Dioum et 4 ans passés en France. Donc de 1973 à 2019, j'ai arpenté les couloirs de cette fac. J'ai vu son évolution, je l'ai vu baisser, donc surtout l'environnement, se dégrader, puis se renouveler. Et j'ai vu d'imminents hommes et d'imminents, d'abord nos maîtres, qui nous ont formés, et puis des jeunes extrêmement brillants qui ont relevé le niveau de cette faculté. Donc c'est un peu un pincement au cœur que je quitte, mais je quitte avec la satisfaction de savoir que la relève est assurée. J'imagine. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant longtemps, vous avez été l'un des rares néphrologues africains, pour ne pas dire sénégalais, donc aller au-delà du Sénégal. Donc pourquoi cette rareté? D'abord, pour nous les profanes, c'est quoi la néphrologie? La néphrologie est une discipline médicale, par opposition aux disciplines chirurgicales, qui s'occupe des reins. Mais quand on dit rein, le commun des Sénégalais pense qu'il s'agit de la colonne vertébrale. En fait, il s'agit des organes, les reins qu'on peut appeler rognons communément, et qui ont une fonction importante dans l'organisme. Donc les néphrologues s'occupent des maladies liées à ces reins, mais aussi des maladies qu'on appelle le milieu intérieur. Les maladies du milieu intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est dans le sang, les composants du sang, la calcémie, le calcium, le sodium, le potassium, ainsi de suite, il y en a beaucoup. Les perturbations sont souvent extrêmement liées au fonctionnement du rein. Donc nous en occupons. Et nous discutons l'hypertension artérielle au cardiologue, parce que c'est reconnu que si le rein travaille bien, personne ne peut être hypertendu. Donc quand quelqu'un est hypertendu, c'est qu'il y a quelque part un dysfonctionnement rénal. Okay. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cette spécialité? Pourquoi néphrologue? Vous savez, je crois qu'il y a le destin. Le destin, moi, j'y crois énormément. Parce que quand je faisais mes études médicales, j'avais ambitionné de faire gynécologie. Et puis, il y a eu des
disons, des problèmes, des rumeurs en tout cas que j'ai entendues par rapport au chef de service de gynécologie. Je m'étais même préparé en faisant un module qui s'appelle physiologie obstétricale. Après, j'ai voulu rejoindre mon oncle Sebou Diouf en cardiologie. Mais là-bas aussi, il y avait quelques difficultés. Mais ce qui m'a surtout orienté d'abord vers la médecine, c'est qu'il y avait un professeur qui s'appelait Biram Diop et qui, malgré les gens qui pensaient qu'il était francisé et consort, qui aimait quand même sa culture. Donc à chaque fois qu'il nous rencontrait dans les couloirs, on était en groupe, on parlait ses rêves, il nous approchait, il nous donnait des conseils, ainsi de suite. Et donc quand je suis arrivé à 6e année, j'ai demandé un poste de faisant fonction d'interne là-bas. Je n'étais pas encore interne, je n'ai pas encore fait le concours, mais il m'a accepté. Donc j'ai commencé le poste de faisant fonction d'interne en 1979 à peu près. Et puis j'ai commencé à faire de la gastro-entérologie. J'étais d'abord médecin interne, mais j'étais médecin interniste, mais option gastro-entérologie. Donc j'ai fait pas mal de préparation en gastro-entérologie. Et puis en 1985-86, il y a eu un cours, le Sénégal est invité à un cours de néphrologie au Maroc, à Rabat. Donc, naturellement, les gens ont contacté la médecine interne. Et le professeur Biram m'a désigné pour aller suivre ce cours pendant 6 jours. Et quand je suis allé, j'ai rencontré les grands noms de la néphrologie, comme le physiologiste Claude Amiel, Jean-Pierre Grunfeld, qui est l'élève pratiquement, je le dire, direct de Jean Hamburger, qui a pratiquement inventé la néphrologie, les Jean-Marie Hidad, beaucoup de grands noms de la néphrologie sénégalaise, disons européenne. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de néphrologue en tant que tel au Sénégal. Il y avait le professeur Yacouba Isaac Diallo, à son âme, qui est décédé, qui était d'origine guinéenne, mais il était reparti dans son pays au décès de Sékou Touré. Okay. Donc il n'y avait plus du tout de néphrologue. Et donc je suis revenu, j'ai dit bon, je vais faire la néphrologie. Parce qu'à ce moment-là, la néphrologie n'était pas bien enseignée, c'était pas du tout attrayant. Okay. C'était pas attrayant. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de spécialistes pour l'enseigner? Je crois qu'en partie c'est ça. Parce qu'après on va voir par la suite qu'il y a eu un engouement. Ouais. Donc je suis venu et puis j'ai commencé à préparer, comme on dit communément ici au Sénégal, à faire mes planches. J'ai fini, j'ai fait mon internat, j'ai réussi l'internat et puis j'étais même titularisé assistant quand une infirmière extrêmement dégoûtée, qui s'appelait Christiane Jetto, est venue pour, disons, relancer les hémodialyses. Il y avait un centre d'hémodialyse de 5 postes, de 6 postes, disons, 5 ordinaires et un poste d'urgence à Le Dantec. Et la coopération française l'a envoyé pour le faire démarrer. Donc, en tant qu'infirmière, c'est elle qui s'est battue avec les techniciens de maintenance pour mettre en marche ce centre. Et puis il m'a dit un jour, mais écoute, est-ce que tu ne veux pas aller faire ta spécialité? À cela ne tient. Donc, il m'a trouvé une bourse d'étudiant. Je suis allé faire avec une bourse de Crous. Pendant 4 ans, je suis allé faire cette spécialité en France. Donc c'est elle qui s'est dégourdie. J'ai reçu l'information. Bon, les cours avaient presque déjà commencé au mois de novembre, donc il m'a dit tu pars demain, j'ai dit non, il me faut quand même une semaine parce que j'étais déjà marié. Donc en une semaine, j'ai préparé mes bagages et je suis parti. Ça c'était en 88. Donc j'ai rejoint l'école de Necker, qui est une excellente école de néphrologie. Vous avez fait votre formation là-bas avant de revenir à Dakar. Ouais. Et depuis quand vous avez commencé à enseigner la néphrologie à l'université? Dès mon retour, d'abord pendant la formation, évidemment, bon, on a aussi rencontré d'autres chefs, parce que vous savez, il y a plusieurs mini-disciplines dans la néphrologie. Donc il a fallu que j'aille à Amiens rencontrer Albert Fournier, le professeur Albert Fournier, qui était
un des maîtres de la néphrologie, donc où j'ai fait l'area néphrologique, disons, à la Pitié-Salpêtrière, j'ai appris la dialyse péritonéale et puis la transplantation rénale aussi. Mais le reste du temps, je suis resté à Necker. Mais depuis que quand je suis arrivé, dès que je suis arrivé, on m'a repris comme assistant. Parce que, bon, entre-temps, vous savez, les périphéries sénégalaises, on m'a même coupé mon salaire d'assistant parce que prétexte que j'étais allé sans l'avis du doyen, alors que j'avais l'avis de mon chef de service qui était le professeur Bao en ce moment, le professeur TDC. J'avais l'avis du recteur. J'avais l'avis favorable quand je faisais ma demande du doyen. Après, je trouvais que, bon, moi, je ne pouvais pas partir pour des raisons X et Y. Ils m'ont coupé mon salaire pendant les 4 ans. Donc, bon, j'avais d'autres ressources. Donc, je suis venu, je ne sais pas si je peux raconter l'anecdote, mais je suis venu, j'ai regagné mon service, mon chef de service était moi, j'ai continué à travailler tranquillement. Et puis, j'ai rencontré le recteur, et puis il m'a dit, mais tu as vu le doyen? J'ai dit non, je n'ai pas vu le doyen. Il m'a dit non, il faut le voir, parce que c'est lui qui t'a fait l'autorisation l'autorisation de la reprise. La reprise de fonctions. J'étais déjà titulaire en fait quand. Okay. Donc on m'avait coupé le salaire. Je crois qu'ils ont voulu me radier. Non, me radier même des trucs, mais le recteur avait mis son pied dessus. Ok. Donc quand je suis revenu, j'ai demandé une audience au doyen. Je n'ai pas dit son nom pour me faire la crédit. Donc je lui explique, il m'écoute, je lui explique. Il me dit, bon, d'accord, quand tu amènes le papier, je te signe. Sans commentaire. Je vois le professeur Bao, je lui dis, mais j'ai envie de porter plainte pour abus d'autorité. Parce que quand tu sanctionnes quelqu'un, tu dois faire une demande d'explication, tu fais un truc, mais tu ne le mets pas comme. Il me dit non, il ne faut pas créer des histoires, il n'y en a pas. Et donc j'ai été repris comme. Moi j'ai perdu quelques mois, des années d'ancienneté, c'est pas grave, j'ai repris. Mais dès que je suis revenu, j'ai commencé à enseigner. Et j'ai enseigné à la fac de médecine, à l'école des infirmiers. En fac de médecine, c'était donc les médecins de tout niveau, de plusieurs niveaux, les pharmaciens, les dentistes. Et à l'école des infirmiers, les NDSS, c'était les gynécos et les infirmiers en formation. Donc, en plus de ça, il fallait que je publie, parce qu'à la fac, on avance par la publication. Il y avait les consultations, il y avait la dialyse à gérer. Justement, vous les médecins, vous avez cette spécialité. Les professeurs donc, de la fac de médecine ont cette spécialité. Ils travaillent dans des hôpitaux et ils enseignent en même temps. Comment vous parvenez à allier les deux? Non, parce que, en fait, j'allais dire la même chose. Parce que les hôpitaux, jusqu'à présent, d'ailleurs, les hôpitaux dans lesquels on travaille, ils s'appellent des centres hospitaliers universitaires. Okay. C'est-à-dire les étudiants à qui on fait les cours théoriques viennent faire la pratique dans ces hôpitaux. Okay. Et c'est nous qui les encadrons là-bas. Donc c'est le même travail. C'est le même travail. Maintenant, pour encadrer, il faut faire les soins. Donc on s'occupe des soins des malades. Mais dans les hôpitaux, nous ne dépendons pas tout à fait du directeur. Nous dépendons de la faculté. C'est la faculté qui nomme les gens là-bas, qui nomme les chefs de service. Tu dois aller dans ces hôpitaux-là. Qui nomme même, c'est le chef de service, c'est la fac qui nomme le chef de service, qui promeut en général le directeur. Et la cohabitation avec les directeurs de ces hôpitaux, c'est pas parfois compliqué? Ça dépend des directeurs. Chez certains, parce que bon, les profs ont une certaine indépendance. Mais pour peu que les directeurs est conciliant, la plupart des directeurs, en tout cas que j'ai rencontrés, il n'y a pas eu de gros problème. Parce que d'abord, ils rehaussent le niveau de l'hôpital, ces professeurs. Ensuite, parfois, ils contribuent même à l'équipement de l'hôpital, parce qu'ils ont des partenaires qui vont amener des choses, ainsi de suite, et
Okay. À cette fête où nous avons rencontré quelques personnes, donc nous les avons interrogées parce qu'on a vu l'engouement, on ne parvenait pas à comprendre pourquoi cet engouement. Donc on a rencontré 3 ou 4 étudiants qui nous ont dit qu'avant ils voulaient faire autre chose, mais c'est avec vous qu'ils ont aimé cette néphrologie et qu'ils sont partis faire néphrologie. C'est quoi exactement le secret? Comment vous avez fait pour aujourd'hui permettre au Sénégal d'avoir plusieurs spécialistes en néphrologie? J'allais dire, il y a la volonté divine, mais aussi il y a d'abord l'éducation. L'éducation qui a fait que le management humain, ça, je ne sais pas si ça s'apprend, mais ça existe. Et je crois que je l'ai même dit lors de mon discours là-bas. J'ai retenu une phrase extrêmement importante du professeur Bao. Je vais le dire en Wolof parce que ça porte plus en Wolof. Soo jiitoo nit xam na ko waaye soo ko wanee mu soof. Donc voilà comment j'ai géré. Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut du travail à la base. Quand je suis venu, j'avais une pièce parce qu'on était dans la médecine interne en tout. Dans cette pièce, il y avait moi-même, il y avait ma secrétaire, il y avait mon archiviste avec les archives dedans. Et donc c'est là-bas que je consultais aussi. Donc tout ça dans le même rythme, on a beaucoup travaillé. Et puis, avec toujours le professeur Bao, on a envoyé rapidement parce qu'il n'y avait pas encore le CS au Sénégal, on a envoyé 2, disons, jeunes au Maroc, à Rabat à Gaza, pour, faire la formation. Donc, après, je crois que le déclic a été rapidement, je crois que c'était en 1994. On m'a confié l'organisation d'un atelier de néphrologie ici. Passant une parenthèse, quand je suis arrivé, c'était en 1996 plutôt, quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 néphrologues en Afrique subsaharienne, dans le francophone, qui étaient en Côte d'Ivoire. Et le professeur Diallo et le professeur Nonsay. Et donc la Société internationale voulait initier des sessions de formation des néphrologues en Afrique subsaharienne. Ça s'appelait les ateliers en néphrologie subsaharienne, ateliers de néphrologie. Et donc c'est eux qui m'ont contacté, ils m'ont envoyé un billet, ils m'ont dit bon, on va au Cameroun parce qu'il y a un atelier. On a un atelier extrêmement difficile, parce qu'il y avait plus d'anglophones que de francophones. Un jeune qui venait de finir, qui n'avait pas maîtrisé l'anglais. Il y avait d'abord un anglais bec, donc qui parlait, on ne comprenait rien du tout. L'autre, il était francophone parce que c'était de Brazzaville, mais il voulait coûte que coûte parler en anglais, il parlait dans sa barbe. Donc après, on a dit non, on sépare anglophone et francophone. Et le professeur Nyonsay, parce que lui qui dirigeait, m'a dit bon, je ne sais pas s'il sentait les problèmes venir. Il m'a dit tu t'occupes de la coordination, puis moi je suis derrière. Donc j'ai continué, et puis j'ai organisé ici, je crois que c'est en 1996 quand même, un atelier de néphrologie qui a eu une très grosse audience. Parce que bon, la chance a fait qu'en général, quand les néphrologues organisent, ça se passe quand même bien. Et puis aussi, bon, il y a l'enseignement à la fac qui avait changé, les modalités, donc l'attrait a augmenté. Effectivement. Et c'est pourquoi quand en 2014, 2004 plutôt, on a ouvert le DS de néphrologie. Il y a eu 4 personnes qui sont venues. Ils n'étaient pas nombreux pour cette première promotion. Mais quand ils ont vu le style d'enseignement, et puis surtout le fait que c'était pratiquement une famille, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grosses trucs entre les étudiants et les professeurs, les contacts étaient faciles. Donc vraiment, c'était du donnant-donnant. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à venir.
Justement, on a vu beaucoup d'universitaires sénégalais quitter le Sénégal. Donc, cette fuite des cerveaux dont on parle souvent. Donc, on a vu beaucoup de professeurs donc, être débauchés par des universités étrangères, canadiennes, françaises ou autres, en tout cas des universités des pays riches. Donc, vous, ça ne vous a jamais tenté? Quand je finissais ma néphrologie, j'étais responsable d'un service, c'était le petit service, mais quand même d'un service de néphrologie avec un centre de dialyse, responsable en tant que vacataire. Et les gens avaient insisté pour que je reste. J'ai toujours l'habitude de taquiner mes amis français en leur disant si je lâche le Sénégal et je réussis, c'est la gendarmerie qui va venir me prendre. Ce n'était pas tout à fait vrai. En fait, je me sentais une mission. C'est-à-dire, j'étais le seul néphrologue. Si je ne revenais pas, la fac aurait perdu peut-être 10 ans. Donc avant de heureusement que vous êtes revenu. Donc c'est pourquoi je suis revenu pour servir mon pays. Parce que je crois que si nous, Africains, nous ne travaillons pas pour notre pays, personne ne le fera à notre place. Ok. Aujourd'hui, à ce jour, donc, le Sénégal compte combien de néphrologues? Au moins 30 néphrologues. Au moins 30 néphrologues. Et j'imagine que vous avez dû également former beaucoup d'étrangers. Parce qu'on a vu qu'à la faculté de médecine, il y a beaucoup de Marocains, voilà, donc Guinéens, tout ça. C'est-à-dire que notre politique a été de prendre systématiquement toutes les demandes venant de l'Afrique subsaharienne. Toutes les demandes. Parce qu'il y en a qui font, pour faire le DS, il y en a qui font un examen, que le gars parte et revienne comme ça. Nous, on le prenait sur le dossier. Parce qu'on estimait que déplacer quelqu'un du Congo-Brazzaville, venir ici faire un examen et retourner attendre un résultat qui n'est pas probable, c'était pas bien. Ensuite, en tout cas par expérience, on avait vu qu'il y a des gens qui venaient ici avec un niveau relativement moyen et qui partaient vraiment très regardés. C'est à cause du type de formation, comment on les formait. Donc au bout du compte, on a formé pratiquement 13 nationalités différentes et plus de 200 néphrologues. Moi, qui ont été formés ici. Pour toute l'Afrique, même le Maghreb. Le Maghreb. Parce que vous savez que, c'est pourquoi il y a beaucoup de Marocains ici, c'est qu'il y a une convention avec le Maroc qui fait que l'étudiant marocain au Sénégal a les mêmes droits que les Sénégalais. Et c'est vice-versa. Ils ont tellement formé que, par exemple, quelqu'un qui fait une spécialité en Afrique, qui revient au Maroc, il fait un probatoire, il fait un examen. Mais ceux qui viennent du Sénégal ne font pas un examen. Parce qu'ils pensent qu'ils ont vu la formation, que c'était bien, ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, le niveau des étudiants, au niveau de... Parce que globalement, on a tendance à dire, donc, ou à entendre dire que le niveau est en train de baisser. Donc aujourd'hui, comment vous jugez donc, le niveau des étudiants, donc des apprenants, on va dire, de la faculté de médecine? À mon avis, le niveau a baissé. Le niveau a baissé, peut-être les raisons sont multiples. J'allais dire, il y a des raisons culturelles. Les jeunes, maintenant, c'est un sentiment personnel, hein, je ne sais pas si les autres sont très pressés, c'est speed. Et ils ne mettent pas, disons, l'énergie qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent tout de suite, et très rapidement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la massification des étudiants. Nous, on était peut-être une dizaine dans la salle, donc tu pouvais avoir 3 ou 4 lits à vous seul. Donc vous étiez responsable, je parle en tant qu'étudiant en 3e, 4e année. Maintenant, parfois même, les étudiants se partagent un malade. Et quand vous faites ça, vous faites la visite, il n'y a que les gens vraiment volontaires qui suivent, les autres sont loin derrière vous, et ils sont partis même avant la fin de la visite parce que vous ne pouvez pas les contrôler. Donc il y a une massification extrêmement importante. Or, on n'a pas, disons,
élargir les zones de stage. Il y a des expériences qui ont été tentées comme des moniteurs dans certains centres de santé du Dakar, ainsi de suite. Mais je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'il faut un mentor derrière pour que le stage soit correspondant à la massification. Okay. L'autre problème aussi, c'est que, vous savez, quand vous voulez être un bon médecin, il faut que vous partagiez. Il faut que vous partagiez, la souffrance du malade. Il faut beaucoup d'empathie. Okay. C'est-à-dire, vous devez vous sentir responsable du pronostic de ce malade. Okay. Mais les jeunes maintenant, ils prescrivent, ils peuvent partir, ils sont tranquilles, ils ne s'occupent pas de savoir. Il y a moins d'humanité dans le travail. Il y a moins d'humanité, ils ne s'occupent pas de savoir quelle est la suite. Aujourd'hui, on a vu aussi, professeur, donc, que avant, il n'y a que l'université Cheikh Anta Diop qui formait des médecins. Aujourd'hui, on a par exemple l'UFR Santé de Thiès. Donc, vous pensez que c'est une bonne chose donc, de démocratiser un peu, parce que je pense que c'est une façon de démocratiser un peu cette formation en médecine. Donc, le fait d'avoir cette formation à Thiès, ailleurs, à l'université de Dakar, donc c'est une bonne chose. Moi, je crois que sur le principe, c'est une bonne chose. Sur le principe, c'est une bonne chose. Il y en a à Thiès, à Saint-Louis, à Ziguinchor, et même à Bambey, ils sont en train d'en créer. Mais il y a quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient, disons, récupérer le cap de Dakar. Mais la plupart des universités avaient bloqué le quota 80 candidats par année, au maximum 100. Et ça a fait qu'il y avait toujours le bouchon au niveau de Dakar. La deuxième chose, c'est que, en tout cas pour Thiès, c'est pas grave. Thiès, quand ils ont un bon cursus, c'est bon. Pour Ziguinchor, c'est un peu difficile parce que les ressources humaines ne sont pas parties, en tout cas ne sont pas présentes. C'est-à-dire souvent c'est des vacataires de Dakar qui vont faire l'enseignement. Mais ceux-là qui ont l'expérience, parce que la médecine c'est de l'expérience, c'est-à-dire un jeune assistant, il pourra moins bien encadrer un étudiant que quelqu'un qui est agrégé depuis longtemps. Donc cette expérience n'existe pas souvent dans les régions. C'est des jeunes qui sont là-bas, même certains vont être confrontés à la préparation de certains examens comme l'agrégation et consorts. Donc peut-être l'encadrement n'est pas... on aurait dû maintenir des mentors là-bas. Et dans des discussions comme ça entre amis, on se disait que, par exemple, cette année avec moi, nous sommes pratiquement 12 professeurs titulaires à partir. Je crois que ce serait important de peut-être réfléchir, de contractualiser ces professeurs-là pour aller superviser 2 ans renouvelables, une année renouvelable, jusqu'à ce qu'ils vous disent qu'ils n'en peuvent plus. Mais c'est des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent beaucoup apporter dans les affaires des régions. Et ça existe ailleurs. C'est pas tout le monde qui va accepter, mais ceux qui veulent être contractualisés, on devrait pouvoir les contractualiser et aider à mieux développer, disons, la médecine dans ces zones. C'est le Sénégal qui gagnerait. Vous avez tout à fait raison, c'est le Sénégal qui gagnerait dans tout ça. Donc, chers téléspectateurs, je vous rappelle, donc, on était aujourd'hui avec... on est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fini, je vous réserve une petite surprise. Une fois n'est pas coutume. On ne va pas se quitter sur un au revoir, mais on va se quitter donc, sur une surprise voilà, qu'on a décernée, donc qu'on a réservée à notre éminent professeur. Ce professeur à qui le Sénégal doit énormément. Ce professeur qui a permis au Sénégal d'être presque autonome. Donc, parce qu'il reste, surtout au niveau des moyens et autres, mais en tout cas au niveau des ressources humaines, le Sénégal est de plus en plus indépendant par rapport donc, à la néphrologie. Et c'est grâce à lui qu'on a eu à faire
tous ces efforts-là. Donc nous le remercions au nom de tout le peuple sénégalais, au nom donc de tous les étudiants, n'est-ce pas, de médecine, tous les étudiants de l'UCAD, tous les étudiants du Sénégal. Donc nous vous remercions. Et nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs. Donc je vous laisse avec ces quelques notes de musique et on se revoit dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.